Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur Tandem TV, Success Movie, l'émission qui parle de movie, bien entendu. On va parler ce soir de films d'horreur. Avec moi sur le plateau, Michael Wolf. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir David. Écoute, c'est une soirée un petit peu sombre, j'ai vu de la lumière, j'ai vu un homme brillant, je suis rentré et j'espère que j'ai pas fait l'erreur parce que quand tu mets dans ce film d'horreur, voilà quoi. Pas terrible? Ah, pas terrible. Ah si, terrible, mais trop terrible peut-être. Aïe. Alors, les amis, vous savez, hein, on n'est pas que deux personnes, il y a toujours un invité spécial, toujours le même. Rudy, bonsoir, comment ça va? Rudy? Bonsoir les amis. Non, alors, excusez-moi. Non, j'ai demandé Rudy. Rudy, est-ce que tu nous entends? Bon, Je crois vous qu'on a... entends. Oula. Bon, on va... écoutez, c'était pas prévu. Je sais pas exactement... Un peu gêné, là. Rudy, on va continuer cette émission, hein, n'est-ce pas? Mon cher Rudy, comment vas-tu? Ça va les amis et vous? Ça va très bien, voilà. Michael dit oui, moi je dis oui. Tu avais envie de faire un success movie sur les films d'horreur. Pourquoi exactement? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Tu sais que les films d'horreur, ça se passe pas souvent bien, hein? Ça se passe même très mal en général. C'est le reflet de notre société, hein, qui va à sa perte. Non, plus sérieusement, le film d'horreur est un genre au cinéma qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, marche très très fort. C'est des films qui se vendent plutôt bien, il y a beaucoup de gens qui vont les voir. Pour vous donner un exemple, on va aborder principalement 4 films ce soir, hein, parce que je pourrais en parler pendant des années. Et parmi ces 4 films, il y en a un qui a été le 9e film le plus vu dans l'histoire du cinéma aux États-Unis. C'est L'Exorciste. En termes de public, c'est vous dire si le cinéma de genre, et notamment le cinéma d'horreur, cartonne. Et aujourd'hui, on va parler de 4 gros succès que je vais essayer de disséquer un petit peu avec vous. Et donc voilà, et je vais vous expliquer pour quelles raisons ces films fonctionnent et pour quelles raisons je les aime. Alors, avant de parler de ces 4 films, tu nous as un petit peu teasé sur ces 4 films-là. Tu nous as parlé de L'Exorciste. Est-ce que tu veux commencer par L'Exorciste ou est-ce que tu préférerais pas peut-être partir sur un autre film justement? Comme ça, on laisse un peu de teasing aussi à nos téléspectateurs. Je suis d'accord avec toi. On va commencer par un film qui est sorti quasiment la même année, à peu de choses près. C'est le film Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, The Texas Chainsaw Massacre, titre original. Et je vais dire à toutes les personnes qui regardent cette émission, ne vous focalisez pas sur ce titre mensonger. Ce titre, c'est un titre qui est racoleur, c'est une arnaque. Dans ce film, il n'y a qu'une seule mort par tronçonneuse, une seule sur le groupe des 5 personnes qui vont vivre un cauchemar. Donc voilà, en gros, c'était un petit subterfuge de Tobe Hooper qui voulait faire un énorme succès commercial avec ce film. Et donc, qui a fait croire que cette histoire était une histoire vraie? D'ailleurs, le film démarre par un message qui dit « Attention, vous allez assister à une tragédie d'une bande de 5 amis qui vont vivre un cauchemar. » Donc on nous met déjà dans l'ambiance dès le départ, et en réalité, ce film n'est pas du tout basé sur des faits réels. Tu peux justement nous pitcher parce que je me souviens d'avoir vu ce film il y a bien longtemps. J'en ai pas gardé un excellent souvenir. Est-ce que tu peux nous résumer justement un petit peu l'histoire de ce film, s'il te plaît? Alors très rapidement, le film s'ouvre sur ce message dont je viens de vous parler. On voit des photos qui crépitent en mode Polaroid, et en fait on découvre des cadavres qui ont été exhumés de leur tombe. Et donc des cimetières ont été profanés pas loin d'Austin, dans le Texas, dans le fin fond vraiment du Texas. Et donc il y a 5 amis qui sont dans un van qui parcourent un petit peu l'État en mode un peu hippie, années 70. Et ces 5 amis veulent se recueillir sur la tombe du grand-père de l'un d'entre eux qui vivait dans cette région pour vérifier si la tombe n'a pas été vandalisée. À la suite de ça, ils vont être en panne plus ou moins d'essence et ils vont arriver dans un endroit où malheureusement ils vont faire une très mauvaise rencontre et donc ils vont subir une horreur. Voilà. C'est David, ça te fait pas penser un petit peu à un dessin animé, 5 amis, un van? C'est pas Scooby-Doo? Scooby-Doo. Mais oui, c'est Scooby-Doo. C'est Scooby-Doo ce que tu nous racontes. Enfin, c'est plutôt Scooby-Doo version projet Blair Witch, mais ça démarre un peu comme Scooby-Doo. Rudy, alors, tu nous expliques ce film, ça a l'air d'être quand même relativement glauque, ça sort dans les années 70,
C'est pas forcément une époque qui se prête à ce genre de scénario. On va dire que c'est quand même assez révolutionnaire. Qu'est-ce qui a fait le succès de ce film, en fait? Alors le succès de ce film déjà, c'est effectivement la promesse qu'on va vivre une horreur, qu'on va vivre un cauchemar, qu'on va être les témoins privilégiés de 5 amis qui vont se faire massacrer. En plus, à coup de tronçonneuse, ce qui est faux, bien entendu, puisqu'encore une fois, ça n'arrive qu'à un seul d'entre eux. Mais au-delà de tout ça, ce qui est fabuleux avec ce film, c'est que comme il a été interdit très rapidement après être sorti, en France, il a tenu une semaine avant d'être complètement interdit par le ministre de la Culture, et ben du coup, c'est un film qui est interdit. Et nous, on aime les interdits. Et donc, ce film va connaître un énorme succès grâce notamment à la VHS, puisque certains vidéoclubs avaient réussi à obtenir des copies. Et ce film s'est vendu sous le manteau à des sommes astronomiques. Donc, comme le film est interdit, forcément, les gens veulent absolument voir ce film. Et en fait, ce n'était pas ce que Tobe Hooper avait prévu au départ. Et c'est paradoxalement ce qui va faire son énorme succès. Alors, aux États-Unis, ce film-là a quand même rapporté une jolie somme, parce qu'il a déjà coûté entre 80 000 et 140 000 $, ce qui est un budget dérisoire. Le budget était tellement faible que ce film a été une horreur à tourner, déjà. Et c'est justement parce que ce film a été une horreur à tourner que ça transpire au niveau de la pellicule, au niveau de l'image. Les conditions de tournage étaient atroces. Il faisait entre 35 et 40 degrés, c'était en plein été, au Texas, donc c'est un endroit où déjà il fait très très chaud. Il y avait un taux d'humidité qui était énorme, et les acteurs n'en pouvaient plus. Ils étaient vraiment à bout. Les tournages duraient entre 12 heures et 16 heures par jour. Ah, quand même, hein? Si vous imaginez. Ouais, non, c'était... et ça a duré 1 mois à peu près le tournage, mais ça a été vraiment... Ils avaient tellement peu de moyens qu'ils ont essayé de tout rassembler au maximum parce que la location des caméras et toute la partie technique coûtait cher à l'époque. Donc comme ils n'avaient pas beaucoup de budget, il a fallu faire très vite en très peu de temps. Et donc les acteurs étaient vraiment... ça a été pour eux un enfer. Il y en a même un d'ailleurs qui avait fait le Vietnam qui a dit que ce tournage était plus éprouvant que la guerre du Vietnam. Ah, quand même. Donc ça prouve toute la difficulté que les acteurs ont pu éprouver. C'est ce qui se ressent, parce que exactement. Et ça se ressent, ça transpire. Ce film-là, bizarrement, on pourrait s'attendre, comme il a été interdit, notamment strictement interdit au moins de 18 ans, lorsqu'il est sorti en France par René Château Distribution, on peut s'attendre à un film qui est très gore, très sanglant, etc. Et en fait, ce qui est fou avec ce film, c'est qu'il n'y a quasiment pas de sang. Alors, tout est suggéré quasiment. Je vais vous dire pourquoi après. Voilà. Alors, moi, c'était ça en fait ce que j'allais te demander. S'il n'y a pas de sang, c'est quoi les thématiques qui sont abordées dans ce film pour rester dans cette partie film d'horreur, mais ne pas aller dans ce côté gore, un peu comme ce que font les Saw récemment, avec en fait c'est du sang, c'est de la torture. Il n'y a plus vraiment de fond. J'ose imaginer que dans les années 70, on accordait encore beaucoup d'importance au fond, à ce qui était véhiculé à travers ce genre de film. Alors effectivement, David, tu fais bien de me le dire, il y a des messages, il y a des thématiques dans ce film, mais pour répondre sur la partie horrifique, hémoglobine, sang, etc., à la base, Tobe Hooper, lui, il voulait que ce film ne soit interdit qu'au moins de 13 ans, pour qu'il y ait un énorme succès, pour qu'il puisse être projeté au cinéma et que les enfants, ados, en tout cas, puissent le voir avec leurs parents. Donc ce qu'il a fait, c'est comme c'est un petit malin et que c'est lui qui faisait le montage de son film, c'est qu'il a coupé toutes les séquences où tout était montré. Donc finalement, quand tu vois le film original, quasiment toutes les scènes, il y a une censure qui est faite où on voit ce qu'il s'apprête à faire, Leatherface, mais on ne voit pas ce qu'il fait. Donc c'est le cerveau qui comble le vide. Et on s'imagine le pire à chaque fois, parce que c'est suggéré, mais c'est extrêmement violent. Et cette violence, en fait, pourquoi elle est aussi terrible que ça et pourquoi le film a été interdit? Parce qu'elle est d'un réalisme criant. Ce film est hyper réaliste. Pourquoi? Parce que déjà, Leatherface, qui joue l'espèce de gros boucher énorme, qui est super flippant, en fait, c'est l'acteur qui joue ce personnage, c'est un acteur islandais qui s'appelle Gunnar Hansen, qui est décédé récemment. Et lui, en fait, le réalisateur Tobe Hooper lui a demandé de définir lui-même comment il voyait le personnage. Et ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, c'est qu'il a fait en sorte que son personnage soit un attardé mental et qu'il ne sache pas s'exprimer. Donc il fait des petits bruits d'animaux et ça le rend encore plus dérangeant. Et en fait, ce personnage n'est pas un grand méchant type Michael Myers, comme j'avais le masque tout à l'heure, ou Jason Voorhees dans Vendredi 13, donc Michael Myers pour Halloween, ou Freddy Krueger. Ce n'est pas un personnage fantastique qui a des pouvoirs extraordinaires, c'est juste un être humain, comme toi et moi, qui a juste des aptitudes physiques et qui, voilà, il est très costaud, il fait peur, il est comme un gros pitbull en fait, mais en réalité, le chien est très dangereux, mais c'est pas un chien méchant. Et en fait, Leatherface n'est pas quelqu'un de fondamentalement méchant dans le film. Il tue pour se nourrir.
D'accord. Tout simplement. Alors, peut-être, Rudy, je pense que les gens ont globalement bien compris le film. Moi, ça m'a donné envie de tout sauf de le voir, même si ça a l'air d'être quand même visuellement assez impressionnant. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des petites anecdotes peut-être que tu pourrais nous donner comme ça sur le fil du rasoir, sur le fil du boucher, De la Sur le tronçonneuse. fil du de la boucher. tronçonneuse? Exactement. Déjà, la tronçonneuse, il faut savoir qu'elle était allumée pendant le tournage, donc ça fanquait une frousse à tout le monde. Et l'acteur, donc Gunnar Hansen, qui joue Leatherface, était toujours à l'écart par rapport au plateau, parce que moins on le voyait et plus il faisait peur. Et ça, c'est très important parce que lui, ça lui permettait aussi de rentrer absolument à fond dans son personnage, d'être en immersion totale avec son personnage, parce que pour jouer un fou, en fait, un boucher qui sait pas ce qu'il fait, qui va massacrer des gens, il faut être dans un certain état pour que ça soit crédible. Donc lui, déjà, il fallait qu'il s'isole pour être vraiment suffisamment chargé pour terroriser les autres. Et les autres, du coup, étaient aussi isolés. Comme ça, à chaque fois que lui venait sur scène, qu'il venait sur le plateau, ça terrorisait tout le monde. Et du coup, cette peur, on la ressent dans le film. Et c'est ça le point sur lequel je parlais tout à l'heure quand je parlais de réalisme. La situation est réaliste, les personnages sont très réalistes et la peur est super réaliste parce qu'encore une fois, le tournage était dans des conditions épouvantables. Les acteurs n'en pouvaient plus. Et tout ça, encore une fois, ça se ressent à l'image. Et pour répondre à la question des thématiques, dans ce film-là, bien que ce soit un film d'horreur, il y a des thématiques comme la guerre du Vietnam. Pourquoi? La guerre du Vietnam, c'était un énorme traumatisme aux États-Unis. Et on voyait un pays, en fait, qui tuait ses enfants, qui les emmenait à la mort. Un pays qui dévorait ses enfants. Et c'est ce qui se passe dans Massacre à la tronçonneuse, puisque cette famille de dégénérés, en fait, perd son emploi dans les abattoirs à cause du progrès, à cause du capitalisme. Donc tout ça, ce sont des messages aussi qui sont dénoncés à travers ce film. Et pour survivre, ils sont obligés de se nourrir de ce qui leur tombe dans les mains. Et là, en l'occurrence, c'est 5 personnages qui arrivent et qui vont se faire littéralement dévorer. En Comme fait, l'Amérique qui mange ses enfants. Rudy, ce que tu nous expliques, ce qui fait le succès de ce film d'horreur, ce n'est pas ce côté gore et sanglant, hein, je résume ce que tu m'as dit, c'est ce côté réaliste, ce côté qui dit ça peut vraiment exister. Parce que moi, ça me fait penser à ces séries qu'il y a sur Netflix ou ailleurs, comme par exemple The Walking Dead, je ne sais pas si c'est sur Netflix, ou Van Helsing. L'un, c'est des zombies, l'autre, c'est des vampires, donc du sang et des têtes qui tombent, en voici, en voilà. Et ce n'est pas classé, je pense, comme série d'horreur, alors qu'un film comme Massacre à la tronçonneuse l'est parfaitement. C'est ce côté angoissant, ce côté... ça fout les jetons, parce que ça peut nous arriver. Alors que l'autre est un petit peu plus fantastique dans l'exemple que j'ai donné. C'est exactement ça. On n'est pas dans du cinéma fantastique ou avec des aliens ou des monstres ou des trucs impossibles à tuer. On est dans une famille américaine. Et en plus de ça, on confronte aussi, tu sais, parce que États-Unis, il y a eu un clivage aussi dans ces années-là entre ceux qui habitaient la ville et ceux qui habitaient vraiment dans la campagne profonde. Et c'est finalement la rencontre des deux qui est très angoissante, où des gens de la ville vont tomber sur des rednecks qui vivent avec des petits moyens, qui n'ont pas grand-chose. Et en plus, eux, ils n'ont même pas conscience du mal qu'ils font parce qu'ils cherchent à se nourrir. Et ce qui est fou dans ce film, encore une fois, c'est le côté réaliste. On a presque l'impression d'être dans un documentaire où un journaliste nous raconte comment une bande de jeunes adultes sont tombés dans un traquenard tout seuls, en fait. Ils sont allés dans cette maison comme on va à l'abattoir, finalement. Ça rejoint un petit peu les bêtes qui vont à l'abattoir. C'est exactement la même chose. Et ce côté hyper réaliste, c'est ça qui a fait que le film a été classé X lors de sa sortie en France, interdit aux moins de 18 ans. Alors, Rudy, peut-être avant de passer sur le suivant, tu nous as dit que le film avait coûté entre 80 000, 100 000, 120 000 dollars. On rappelle que c'était quand même 120 000 dollars en 1970. Donc aujourd'hui, ce serait quand même beaucoup plus. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres en plus? Donc 80 000, 100 000, combien est-ce que le film a rapporté? Combien d'entrées il a fait? Et peut-être après, on peut passer sur autre chose parce que là, tu m'as déjà bien foutu les jetons. Là. Ouais, d'accord. Écoute, le film a généré 31 millions de dollars à travers le monde. En sachant qu'il y a eu des ressorties, le film a été quand même interdit dans une quinzaine de pays, jusqu'à encore plus, jusqu'au 21e siècle en fait. Ce qui est affolant, notamment en Australie, en Grande-Bretagne, à Singapour, au Chili, donc dans plein de pays, y compris en France. Il a été interdit pendant des années en France, il est sorti qu'en 82. Donc tout ça pour dire que malgré tout, il s'est fait une superbe santé grâce à la VHS, mais ce film a quand même rapporté, mine de rien, 31 millions de dollars. Ouais, c'est beaucoup. Donc je sais pas si vous voyez la rentabilité, c'est l'un des films les plus rentables du monde. Et en termes d'entrées en France, il a fait quand même en 82 plus de 600 000 entrées. 615 000 entrées plus exactement.
en C'est France. quand même beaucoup. Hein. C'est beaucoup. C'est le film d'horreur qui a été l'un des plus, si pas le plus rentable. Mais si je comprends bien, Rudy, ce n'est pas pour toi le film le plus terrifiant. C'est lequel pour toi le plus terrifiant? Le plus terrifiant, c'est celui qu'on va aborder tout de suite, donc merci pour la transition. Incroyable transition de Michael Wolf, bravo. Deuxième film, mon cher Rudy, de quoi tu veux nous parler? Qu'est-ce qui va nous faire encore plus peur que Massacre à la tronçonneuse? Pour moi, le film le plus terrifiant peut-être de tous les temps, et je ne sais pas si un jour il sera battu. Même si j'ai eu des bonnes surprises ces dernières années, avec un film qui s'appelle Conjuring des dossiers Warren. Je parle du premier. Ce film, tout le monde le connaît, on a entendu parler au moins une fois dans sa vie, puisqu'il a traumatisé des générations entières. C'est le film The Exorcist, L'Exorciste en français, sorti en 1973, qui est un des plus grands classiques de l'épouvante. Voilà, donc ce film, je pense que vous le connaissez au moins de nom, les amis. Ah ben oui, alors moi je vais raconter une petite anecdote, même si ce n'était pas particulièrement prévu, mais c'est un film que j'ai vu à l'âge de 12 ans à peu près, je crois, et je l'avais vu en plus avec des amis à l'époque, donc tu veux faire le warrior, t'éteins la lumière, t'oses pas dire que t'as peur, et au plus le film avance, au plus dans ta tête, tu te dis mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je fais là, je vais vraiment mourir. Moi, je ne l'ai pas vu. Et donc j'ai vu ce film dans l'après-midi, pendant 2 jours, vraiment 2 nuits, je n'ai pas dormi. Vraiment, je n'ai pas dormi. J'étais Ça se voit jusqu'à aujourd'hui. terrorisé. J'en ai encore des séquelles aujourd'hui. Ça se voit pas, ou peut-être ça se voit un petit peu, mais j'en ai des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Rudy, toi, tu l'as vu quand? Comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Alors, je vais te dire, moi, quand j'étais jeune, très rapidement, j'ai eu une attirance, on va dire, pour le cinéma horrifique, parce que j'adorais les films à sensations fortes. Puis j'adorais me faire peur, les enfants adorent se faire peur, ils aiment aussi l'interdit. Le côté film d'horreur, faut pas le voir, c'est pour les grands, etc. Ça t'attire encore plus. Et ben, mon père avait une jolie collection de VHS, donc un jour, comme il en avait marre que je fasse peur à ma sœur, il s'est dit, lui, je vais le calmer une bonne fois pour toutes. J'avais 8 ans, il m'a dit, là, je vais te mettre un film, et plus jamais, ça va te dégoûter des films d'horreur. C'est terminé, tu feras plus peur à personne, et ça va te traumatiser. Il me l'a dit, hein. Du coup, j'ai vu le film, il m'a traumatisé. Incroyable, père. Et ça a été pire après, parce que du coup, à chaque fois que quelqu'un venait chez moi, il fallait absolument que je lui montre l'exorciste. Et j'ai fait peur à mes cousins, à mes amis, certains étaient plus jeunes que moi en plus, donc ça a été quelque chose de terrible. Et ils l'ont très mal vécu. Hein. Au niveau psychologique et pédagogique, c'est une vraie réussite. Hein. Incroyable, hein. Écoutez-moi les amis, la famille Sidbourg, ça doit être quelque chose le vendredi soir. Hein. faut pas qu'il y ait une panne d'électricité parce que là, ça doit hurler dans tous les sens. Non, mon père adorait nous faire peur en racontant des histoires comme ça. Puis après, voilà, il m'a filé le truc, il m'a filé le virus. Et donc, ouais, l'exorciste, ça reste un... En fait, tu disais tout à l'heure, David, que tu étais traumatisé encore aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est un film qui imprime la rétine. Sur 2 aspects, j'en ai pas parlé sur Massacre à la tronçonneuse, mais c'est très important, c'est la mise en scène et notamment la musique. Quand je parle de musique, je parle pas de musique pure, je parle vraiment de bande sonore, des sons qu'on va rajouter derrière, des partitions, etc. Et l'exorciste, il imprime la rétine parce que cette tête de Regan, qui est possédée donc par Pazuzu, qui est un démon mythologique qui remonte à la Mésopotamie, elle est complètement défigurée à un moment du film. Et quand tu vois son visage, quand tu fermes les yeux, son visage, tu le vois toujours. Il te hante et il te lâche plus. Et c'est ça qui est très fort dans ce film, c'est qu'encore aujourd'hui, quand tu fermes les yeux et que tu vois Regan défiguré par cette espèce de démon, c'est juste quelque chose d'atroce. Maintenant, l'exorciste est lui tiré de faits réels, par contre. C'est ça en fait ce que j'allais te demander. Massacre à la tronçonneuse, c'est un film, bon, on nous l'a vendu comme un film réel, en vérité c'était un espèce de pipeau un peu semi-monté. Là, l'exorciste, pour le coup, il y a vraiment des exorcismes qui sont pratiqués, qui étaient pratiqués à l'époque aux États-Unis. Donc c'est un vrai film qui parle, alors l'histoire est peut-être un petit peu romancée, mais il y a quand même un fond de vérité qui est quand même relativement important dans cette histoire-là. Tout à fait. Il y a un garçon qui était possédé, qui avait 14 ans aux États-Unis, et donc c'est ce qui a un peu inspiré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les films de ce type, ils n'étaient pas très chauds, hein, les producteurs à l'époque, parce qu'ils ne savaient pas si ça allait rencontrer un succès. Encore une fois, l'Amérique est très puritaine. Le fait de mettre en scène des démons, le diable, ce genre de choses, dans une Amérique très religieuse, très Bible et tout ça, ça peut être très mal perçu, ça peut être des appels au boycott, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé hein, avec le film. Et en fait, ce qui a donné l'idée au studio de produire ce film-là, ça a été le succès de Rosemary Baby, qui est sorti peu de temps avant. Et pour en revenir à l'histoire vraie, Massacre à la tronçonneuse, en fait, s'inspire aussi de Ed Gein. Ed Gein, c'est un tueur en série américain qui ensuite allait déterrer des corps et il prenait des morceaux de squelette, de peau,
Il faisait des lampes, des draps, des trucs comme ça. Ils ont retrouvé chez lui l'équivalent de 12 corps mutilés. Et donc, Ed Gein a inspiré Norman Bates dans Psychose. Voilà, donc, alors, là, pour le coup, Psychose, le personnage de Norman Bates, c'est effectivement Ed Gein. Il y a beaucoup de ressemblances. C'est le personnage de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Et c'est également le personnage d'Hannibal Lecter, ou plutôt son copycat, en fait, dans le film Le Silence des agneaux. Alors, Donc, Rudy, peut-être si on parle de l'exorciste, tu nous as donné quelques chiffres clés sur Massacre à la tronçonneuse, 100 000 dollars, 30 millions de bénéfices. Où est-ce qu'on se situe sur l'exorciste aujourd'hui? Alors, l'exorciste a coûté environ 12 millions de dollars pour le film en lui-même et 3 millions de dollars pour la partie publicitaire. Donc 15 millions au total. Il a rapporté à ce jour, si on prend en compte l'inflation, plus de 2 milliards de dollars, ce qui est juste gigantesque. En réel, le film a quand même rapporté 441 millions de dollars. Mais avec l'inflation, avec les suites, avec la série, parce qu'il y a une série qui est sortie il n'y a pas longtemps, en 2016, qui a pas mal cartonné aussi. Il y a eu 2 saisons. Donc du coup, quand tu additionnes tout ça, plus les suites, l'Exorciste a eu 2 suites, qui sont 2 suites en fait en parallèle. Il y en a une qui concerne Reagan en Afrique, l'Exorciste l'hérétique, sorti en 77, et un autre l'Exorciste 3, qui est en fait une suite directe du 1, à travers le personnage de Damien Carras, le prêtre, qui est vraiment un très bon film d'ailleurs. Et donc si tu additionnes tout ça, effectivement, après il y a eu le préquel, l'Exorciste qui est sorti début 2000. Donc quand tu additionnes tout ça, effectivement, on atteint les 2 milliards, plus même. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Il faut quand même saluer le travail phénoménal sur l'Exorciste au niveau des effets spéciaux, parce qu'à l'époque, rappelez-vous, on est en 73, donc ça a été tourné en 72. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas la synthèse, il n'y a pas les fonds verts, il n'y a pas tout ça. Donc ils ont vraiment bricolé en étant les plus ingénieux possibles. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un cachet avec ces films anciens, c'est que comme c'est bricolé, du coup, on y croit un peu plus qu'aujourd'hui. Et puis l'image est un peu dégueulasse, le son est un peu dégueulasse. D'ailleurs, je vous ai parlé de la bande-son tout à l'heure, mais ce qui se passe dans ce film, c'est hallucinant. Ils ont enregistré des sons d'animaux qu'ils ont greffés sur la voix de l'héroïne pour lui donner une voix complètement difforme, qui n'a rien d'humain. Et tout ça, ça joue au niveau de l'inconscient. Quand tu regardes le film, ça te prend aux tripes, ça te fait peur, ça te met mal à l'aise. Il y a quelque chose qui monte, qui est angoissant. Et c'est pour ça aussi que c'est le film le plus terrifiant de tous les temps pour moi et qui sera jamais battu, parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'artifices. On voit trop les effets spéciaux, on voit trop une belle lumière, etc. Et j'en reviendrai à la fin. Mais pour te répondre, on va parler d'un 3e film qui s'appelle The Thing, de John Carpenter. Ok Rudy, donc tu as choisi The Thing. Est-ce que tu peux nous pitcher le film en quelques minutes pour ceux qui ne le connaissent pas? Ouais, alors écoute, c'est comme toi, c'est une bande de scientifiques qui partent en Antarctique pour une mission. Et au début du film, il y a un chien qui court, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que ce chien, c'est un chien loup qui est magnifique au demeurant. Et en fait, ils savent pas que ce chien, en réalité, est habité par une chose, The Thing, comme le titre l'évoque. Et cette chose, en fait, prend l'apparence de qui elle veut. Elle recopie l'apparence à l'identique. Elle peut contaminer aussi quelqu'un si elle le mord, elle le griffe ou quoi que ce soit, ou en restant en contact avec, comme un virus d'ailleurs. Et une fois que la personne est copiée, ensuite elle est détruite. Et ce qu'il y a de bien dans The Thing, c'est qu'en fait, ces 12 hommes vont être en proie à la chose, ils vont être traqués par cette chose sans savoir qui elle est, puisqu'elle prend n'importe quelle forme. Alors, et donc c'est un film juste monumental. Tu me corriges si je me trompe, Rudy, c'est un remake, ce film, c'est pas un film original. Alors pourquoi parler d'un remake alors que tu as, alors pardonne mon ignorance dans le domaine, mais tu as des films d'horreur comme un grand classique, Alien, Ridley Scott, 78, 79, quelque chose comme ça. Pourquoi parler d'un remake? Alors, pourquoi un remake? Parce que le film d'origine a très mal vieilli. C'est un film qui est sorti dans les années 50 au départ, qui est pas trop mal fichu pour l'époque, mais qui n'a pas marqué énormément, sauf les personnes qui aujourd'hui auraient plus de 70 ans ou 80 ans, alors que le film The Thing, lui, est sorti en 1982. Donc forcément, c'est un film qui est toujours très très populaire. Ils l'ont ressorti récemment dans un cinéma à côté de chez moi avec une masterclass pour un petit peu parler des thématiques à travers ce film. Et c'est un film qui est super intéressant, qui est très bien fait pour l'époque, qui a mis en place une nouvelle génération d'effets spéciaux en animatronique, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et ce qui est très intéressant par rapport à Alien, dans les deux cas, on a affaire à une force surnaturelle qui vient de l'espace. Donc dans les deux cas, Alien est très ressemblant à The Thing, sauf qu'Alien, on en sait un peu plus sur l'endroit d'où il vient. La chose, on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas ce qu'elle est, parce qu'elle n'a aucune forme en réalité. Elle épouse les formes de ce qu'elle va tuer, mais on ne sait pas à quoi elle ressemble au niveau naturel. Donc il y a un côté aussi mystérieux qui est intéressant. Et là où The Thing
pour moi, est au-dessus. Alors après, c'est pas une comparaison, il n'y a pas de hiérarchie entre les films, mais en quoi il est plus intéressant pour moi à aborder ce soir, dans le cadre de cette émission, c'est qu'en fait, dans The Thing, ce qui est génial, c'est le côté paranoïaque. Dans Alien, on a une bête qui va décimer tout le monde, mais ça reste toujours un alien. Dans The Thing, on ne sait pas qui est qui. C'est un peu comme les Deep Sinek d'Agatha Christie, on ne connaît pas l'assassin jusqu'à la fin. Alors, il y en a qui bossent, ok? Voilà, il y en a qui bossent. Et en fait, en regardant un petit peu le film, le succès, etc., ce qui s'est passé, quand tu le pitch, on se dit, ok, le film a l'air alléchant, c'est fin 70, début 80. 80. Donc, normalement, il devrait avoir quand même un succès assez impressionnant, assez grand en salle. J'ai bossé, ok, je vais le dire plusieurs fois parce que j'ai bossé. C'est 3 fois que tu le dis, hein. Ouais, non, mais parce que je trouve que c'est important quand même de le préciser. Ce film n'a pas eu une grande il n'a pas eu un grand succès, pardon, au cinéma, mais il a connu une espèce de deuxième jeunesse, un second souffle en VHS. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui a fait? Merci, j'aime bien que tu me dises exactement. Ça me fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux raconter-nous tout ça. Et surtout, deuxième question qui est relativement importante, est-ce qu'il y a une suite à ce film? Alors, je vais vous répondre là-dessus. D'abord, pour la première question que tu m'as posée, effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le film a fait un énorme vide au cinéma. Pour une raison toute simple. En fait, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'il est sorti en même temps que E.T. de Spielberg. Ah. Et dans E.T., l'extraterrestre, il est gentil. Il est mignon. On a envie de l'adopter. Donc, ça parle à tout le monde. Ça a été un succès populaire immense, E.T. Et le problème de The Thing, c'est exactement le contraire. Là, on parle d'un extraterrestre qui vient pour détruire le monde. Donc c'est quelque chose de très pessimiste et les familles américaines, elles voulaient quelque chose d'optimiste. Et donc forcément, le film est sorti à une époque où on n'était pas dans ce mood-là. C'est pour ça que par la suite, le film est devenu culte. Grâce effectivement à la VHS, c'est un film qui a été loué, qui est passé à la télé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qui a connu un immense succès par la suite. Un petit peu d'ailleurs en France comme Les Bronzés, qui n'a pas été un immense succès au cinéma, mais qui ensuite est devenu culte grâce aux rediffusions télévisées et grâce au vidéoclub, la VHS, tout ça. Donc il y a eu une deuxième vie. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de la part d'un film comme The Thing, qui est pourtant pour moi l'un des summums de l'horreur. Alors, Rudy, de nouveau, on a un film qui est le summum de l'horreur, comme tu as dit, qui est très suggestif, si je comprends bien. Et c'est peut-être ça qui fait son succès. Dans les Monsieur films. Toji, non. Non, monsieur Comment ça? Toji, Attends. On l'a comparé avec Alien, où tu nous as parlé du monstre qu'on voit, et là tu dis que l'extraterrestre prend des formes, on ne sait pas trop, on ne le voit pas. Suggestif, pas suggestif? J'ai pas compris. Alors je vais développer, et tu fais bien de le souligner, Mickaël. En fait, dans ce film, il y a eu un travail colossal qui a été fait sur les effets spéciaux. C'est-à-dire que visuellement, le film est immonde. Quand je te dis immonde, il y a des scènes dedans, mais de grands guignols. À un moment donné, il y a un des chercheurs, en fait, qui a la chose en lui, mais on ne le sait pas, il fait un malaise. Et d'un coup, tu as un médecin qui va commencer à lui faire un massage cardiaque. Il va prendre un défibrillateur, et au moment où il le plonge sur le ventre, tu as le ventre qui s'ouvre comme une mâchoire, avec des dents dégueulasses de dinosaures à la limite. Et les dents se referment, la mâchoire donc le ventre se referme sur les 2 mains du gars qui tient pour faire le massage cardiaque, quoi. Et donc, il perd ses 2 mains. Le gars, ensuite, du coup, c'est la chose. Donc, la chose, elle commence à se métamorphoser. Elle va prendre une apparence dégueulasse. La tête se détache du ventre qui s'est ouvert. Et ensuite, tu as des pattes qui sortent de la tête en mode araignée. Et ensuite, ça court. Non, c'est pas subjectif. C'est pas du tout pas subjectif. du tout subjectif, Suggestif, pardon, là j'en perds mes mots. C'est pas du tout suggestif. C'est carrément Ah, dégueu. En tout cas, moi, ce que je veux dire un truc, si vous nous regardez, bon appétit, bien sûr. Voilà, exactement. Non, c'est affreux. Mais alors, par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est là où le film est intéressant, c'est qu'on est dans des scènes gore qui sont alternées, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'au départ, ce sont des êtres humains et on ne sait pas qui est la chose. Et encore une fois, c'est ça qui est fabuleux dans le film, c'est qu'il y a une paranoïa où à un moment donné, il y a une scène, je pense qu'on la mettra pour l'illustrer, où Kurt Russell, c'est l'un de ses premiers rôles d'ailleurs, hein, Kurt Russell dans ce film, il est très jeune à l'époque. Ce qu'il fait, c'est que pour vérifier si tout le monde est celui qui prétend être, il va demander à tout le monde, donc déjà de s'attacher à tour de rôle, et ensuite chacun va devoir verser un peu de sang dans un petit cendrier, et il va prendre une tige métallique, parce qu'il sait que la tige métallique, quand il va la mettre au contact avec le sang, la chose va se sentir agressée, donc va réagir. Et donc, un par un, tu vois la tige métallique qui est chauffée à blanc, il la plonge dans le sang de chaque personne, et quand il se passe rien, c'est que, non, tout c'est bon, tu peux te détacher, c'est pas toi, etc., etc. Et à la fin, forcément,
Le sang d'un coup gicle et on voit la personne commencer à convulser, on comprend que c'est la chose. Et cette scène est terrifiante. Elle est terrifiante et en termes de mise en scène, ça a enseigné dans toutes les écoles. Cette séquence-là, elle est juste magnifique parce que la peur, c'est une émotion d'anticipation et on sait qu'à un moment donné, la chose, on va la voir apparaître et c'est exactement ce qui se passe. Alors Rudy, on a parlé 70, on a parlé 80, 90-2000, qu'est-ce qui se passe globalement? Parce que là, on fait un espèce, on déroule un peu le film comme ça, l'horreur, en démarrant en 74. On arrive là dans les années 80. Qu'est-ce qui se passe un peu plus tard? Alors, il y a eu effectivement le cinéma américain qui est assez précurseur et qui a cartonné pendant toutes ces années, qui, selon moi, a commencé légèrement à décliner. À partir de fin 90, début 2000, ça a décliné même fortement. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les films ne faisaient plus peur. Voilà. C'est-à-dire qu'on est passé sur de l'horreur où on est dans l'artifice, on est dans l'hémoglobine, on est dans le torture porn, comme Hostel ou la saga Saw, dont tu parlais tout à l'heure, David. Et les films, en fait, ne font plus peur parce que, encore une fois, trop de lumière, trop beau, pas poisseux. Dans Massacre à la tronçonneuse, c'est tellement poisseux, c'est dégueulasse, on a l'impression d'être dans un truc, on est plongé vraiment dans les abîmes. Là, tu vois le film, t'es détente, quoi. Limite, tu manges du popcorn, t'es bien. Alors oui, effectivement, ça peut faire un peu peur de temps en temps. Il y a des monstres, des tueurs increvables, etc. Mais je trouve que le genre ne s'est pas assez bien renouvelé. Et le problème, c'est qu'il y a eu tellement une avancée fulgurante dans la technologie qu'on s'est un peu trop reposé sur les effets spéciaux, les fonds verts et tous ces trucs-là. Et du coup, on n'y croit plus vraiment, quoi. Alors, Et contrairement au film américain, le cinéma asiatique, lui, a marqué énormément de points. Fin 90, début 2000. Et pour conclure un petit peu cette émission à travers comment finalement le cinéma d'horreur se porte aujourd'hui, j'aurais tendance à comparer deux films. Un film qui est un film japonais qui s'appelle Ring, qui d'ailleurs est une trilogie, qui est sorti au Japon fin 97, début 98. Et il y a eu un remake américain en 2002 par Gore Verbinski qui s'appelle Ring, le cercle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces deux films racontent la même chose, la même histoire. Il y en a un qui m'a fait frissonner à un point. Depuis l'Exorciste, j'avais jamais eu peur, vraiment, en regardant un film. Ça a été une énorme claque pour moi, ce film-là, Ring, donc version japonaise. Et le remake américain, lui, en fait, c'est du jumpscare. Alors, jumpscare, vous connaissez, une petite mise en scène, du travelling. Voilà, c'est le fait de faire sursauter quelqu'un. On met une petite ambiance avec un silence un peu angoissant. Et d'un coup, il y a un truc qui fait que tu vas sursauter. Et derrière, tout le monde se marre au cinéma parce qu'on a tous eu peur. C'est super, c'est marrant, mais en réalité, ça fait pas peur. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as fini le film, tu dis, finalement, c'est bien marré. Par contre, le Ring japonais, lui, une fois que tu as fini le film, t'es pas bien. T'es pas bien et ça dure plusieurs jours. Parce qu'encore une fois, ça s'imprime. C'est un film qui est très subtil, très réaliste, qui utilise quasiment peu de moyens. Je vais vous donner une anecdote sur le film Ring. Alors, de quoi ça parle, Ring, déjà? C'est l'histoire, en fait, d'une légende urbaine japonaise qui a beaucoup tourné à l'époque au Japon, selon laquelle il y avait une cassette vidéo VHS maudite, et que si tu regardes cette cassette vidéo, une fois que tu as visionné cette vidéo, qui dure à peu près 3 minutes, tout cassé, ton téléphone sonne, et là, tu as une voix d'outre-tombe qui te dit « dans 7 jours ». Et en gros, dans 7 jours, tu vas mourir. Tu as été maudit par la cassette. Et donc, effectivement, 7 jours après, le téléphone sonne comme pour te dire « voilà, on y est mon pote, c'est maintenant que tu vas passer de l'autre côté ». Et donc cette légende urbaine, en réalité, il y a plein d'histoires comme ça de fantômes au Japon, mais celle-là, elle est vraiment très très bien faite. Et avant de développer un petit peu ce personnage de Sadako, qui est ce spectre vengeur, il y a une petite anecdote. En fait, il y a un lien entre Massacre à la tronçonneuse et Ring. Ce lien est complètement fou parce que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout à la même époque, etc. Et ce lien, en fait, c'est quoi? C'est que le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, Tobe Hooper, a réalisé un autre film qui a été produit par Spielberg, qui s'appelle Poltergeist. Oui. Où il est question d'une télévision où des fantômes sortent à travers la télé, etc. Un film de possession un peu démoniaque, tout ça. Et en fait, le réalisateur du film japonais, Hideo Nakata, a adoré Poltergeist et s'en est beaucoup inspiré par rapport à cette légende. Faire le film Ring. Vous voyez, donc il y a un lien finalement entre Massacre à la tronçonneuse et Ring, puisque voilà, c'est Poltergeist qui est ce lien. Et pour en revenir à Ring, il y a quelque chose, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que c'était très simple, très subtil, qui est terrifiant. Alors déjà, c'est la bande-son, bien sûr, puisque pour moi, la bande-son, c'est 80% dans un film d'horreur. C'est très important de mettre une ambiance un peu glauque avec une musique un peu lancinante, répétitive. Ça te met dans un état déjà où tu es propice à avoir peur.
Mais là où c'est fort, c'est qu'au niveau de la mise en scène, il a fait des choses, mais d'une simplicité d'enfant, mais dont le résultat au final est hallucinant. Et alors, ce qui glace le sang dans cette scène, c'est qu'à la fin du film, au bout des 7 jours, effectivement, il y a la télé qui s'allume, on voit le puits, c'est une image fixe, et d'un coup, on voit un spectre qui sort. Et Sadako, on ne voit jamais son visage. Elle est toute en blanc, comme la Dame Blanche, et en fait, elle a des longs cheveux qui recouvrent son visage, donc on ne la voit pas. Et ça aussi, ça donne un côté très inquiétant, de ne pas voir le visage de celui qui va venir t'assassiner ou te prendre, etc. Et dès qu'elle sort du puits, elle avance comme ça, et on se dit non, elle va pas quand même passer à travers la télé. C'est pas possible. Et là, tu te dis, j'ai l'impression qu'elle va sortir de ma télé aussi. Donc t'es là, tu sais, t'es pas bien, tu recules, tu vois, t'as le réflexe. T'es mal à ce moment-là. Et effectivement, tu vois le personnage, le protagoniste qui va mourir, qui voit ça, et tu vois dans ses yeux, tu sais, la terreur. Et ça, c'est la magie du contre-champ au cinéma. C'est finalement la terreur, tu la vois à travers le regard de celui qui subit l'action. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment où elle sort donc de la télé, elle arrive, on voit qu'elle a les ongles complètement arrachés, parce qu'elle a gratté les pierres pour monter, et elle s'est virée tous les ongles, en fait, donc c'est vraiment dégueulasse, c'est poisseux à souhait. Et lorsqu'elle se redresse, quand elle avance, quand elle marche, elle a une démarche qui est très bizarre. Et cette démarche, en fait, c'est ce que j'ai voulu exprimer tout à l'heure à travers le génie de la mise en scène, c'est que le réalisateur l'a filmé à l'envers. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit à son actrice de marcher, il lui a demandé de marcher en arrière. Et lorsqu'il a filmé la scène, ensuite, il a remis la bande dans l'autre sens. Ce qui fait que quand elle marche, en réalité, on la voit marcher en avant, mais elle marche en arrière dans la scène. Et c'est ce qui donne cette démarche complètement flippante, surnaturelle, qui n'a rien d'humain. Et vous voyez, ce petit détail de rien du tout, qui est très simple à faire, ben, au final, ça fait un effet comme ça. Et c'est ça le génie du cinéma asiatique. C'est qu'avec peu de moyens, ils arrivent à nous flanquer des frousses, mais d'enfer. Ça aussi, Voilà. c'est un fil rouge sur tout ce que tu nous as donné comme information sur les films qu'on a cités, à savoir le génie de la réalisation. En gros, au moins il y a de moyens, au plus ça peut faire flipper s'il y a un génie derrière tout ça. Moi, je t'avoue, Rudy, je vais rester sur Scooby-Doo. Moi, ça me fait suffisamment peur. Et puis voilà. Mais est-ce que, pour conclure cette émission, est-ce que tu as d'autres films d'horreur que tu voudrais citer, sans pour autant les développer, qui méritent au moins d'être nommés ce soir dans cette émission? Alors, je parlerai de saga parce que je pourrais vous en citer 200. Il y a la saga des Freddy Krueger qui ont été créés par Wes Craven. 2 prix Avoriaz en 84, je crois. Donc, le premier Freddy, hein, il y a eu plusieurs suites. Vous avez la saga Halloween de John Carpenter. Là aussi, le tout premier Halloween avec Michael Myers, dont je le masque ici, a été un succès colossal, un des films les plus rentables au monde aussi, sorti en 78, La Nuit des Masques, hein, donc le film Halloween, qui a connu plusieurs épisodes. D'ailleurs, là, il y en a 2 autres qui vont bientôt sortir au cinéma. Vous avez donc Vendredi 13, qui est un peu l'alter ego de Michael Myers avec Jason Voorhees, qui a le masque de hockey. Vous avez quoi? Vous avez, alors t'en parlais tout à l'heure, hein, les sauts, voilà, Destination Finale. On a les Conjuring, qui pour moi, c'était une très bonne surprise, réalisé par James Wan, donc asiatique. Vous m'avez posé une question au départ, pourquoi les films d'horreur? Pourquoi j'aime ça en fait? C'est tout simplement parce que j'ai fait une étude sociologique sur Internet en regardant pourquoi les adolescents adoraient les films d'horreur, notamment les enfants aussi. Parce qu'en réalité, c'est un vecteur qui permet d'exorciser ses propres peurs, ses propres angoisses, son anxiété, et notamment à l'âge de l'adolescence où on est entre l'âge enfant et l'âge adulte, où toutes ces choses, on sait, on anticipe, qui vont nous arriver. Il va falloir être responsable, trouver un métier, gagner sa vie, fonder un foyer, etc. Et toutes ces angoisses-là, finalement, quand tu regardes un film d'horreur, ça catalyse tout ça, ça exorcise un peu tout ça, et quand tu finis le film, tu te dis waouh, finalement tout va bien, je suis content. Et l'espace d'un instant, toutes les angoisses en fait que tu as eues, tu les as fait sortir de toi. Et c'est pour ça que les adolescents adorent les films d'horreur. Et moi, je suis resté un éternel adolescent. Voilà. Encore un syndrome de Peter Pan, s'il n'en manquait pas un, sur Tandem TV. Rudy, merci beaucoup. Merci, Michael, Rudy. merci beaucoup. Écoute, merci à vous deux. Je vous promets, je vais refaire la saga Sammy, Fred, Wilma et Scooby, parce que je pense que je vais rester à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'était extrêmement instructif. Merci beaucoup, Rudy, comme d'habitude. Merci Rudy, merci Michael, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous regarder, toujours de plus en plus nombreux sur Tandem TV, Success Movie. La prochaine, on ne vous dit pas de quoi on va parler, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus festoyant, festoyif, gay, ce que vous voulez. Mettez tous les mots que vous voyez qui vont vous faire avoir un peu moins peur, mais savourer tout autant le génie artistique que Rudy amène et distille au fil de ses émissions. Bonne soirée à tous et merci d'être là sur Tandem TV.